suis la cofondatrice de Pouloulou, donc le lieu dans lequel on est aujourd'hui. Notre événement s'appelle Ramène ta fraise, on a ouvert pour 3 semaines. C'est un lieu qui est dédié à l'alimentation responsable. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent concernés par l'alimentation responsable, mais qui ont du mal en fait à franchir ce pas parce qu'il y a toujours plein de critères, plein de problèmes qui peuvent être, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, ça me fait culpabiliser. Juste ne vous blessez pas, parce que justement on a ouvert hier. Alors, pour ceux qui avaient peut-être suivi, on avait ouvert il y a 2 semaines. Du coup au 43, vous les mails un peu en disant c'est pas le même lieu que ce qui était indiqué. On avait ouvert au 43 rue Paradis. On vient de réouvrir ce matin. Donc on est super heureux de vous accueillir sur ce lieu. Donc oui, je me suis un peu embrouillée dans ce que je voulais dire. Je voulais juste vous dire. Donc on a une partie épicerie, une partie d'atelier qui est à cet endroit. Là vous voyez peut-être le grand plateau derrière. C'est une grande table en fait sur laquelle on fait des ateliers de cuisine, une partie conférence, parce que c'est super important pour nous aussi de proposer ce genre d'événement ouvert à tous sur l'alimentation responsable. Aujourd'hui, c'est un sujet un tout petit peu différent ou original en tout cas qui nous attend, qui est Paris, je te quitte et je choisis la campagne. Voilà, peut-être que ça vous a intrigué, interpellé, vous avez dit ah ouais, moi aussi j'aimerais bien franchir le pas. Donc on a 3 intervenants. Alors vous avez l'impression que pour l'instant il n'y a pas 3 intervenants, mais dans les faits il y a 3 intervenants qui sont venus. Donc je vais commencer juste par ceux qui ne sont pas là. Il y a Paris, je te quitte et je choisis la campagne. Et alors là malheureusement elle ne va pas pouvoir venir à cause des grèves de la SNCF. Et là vous vous dites c'est complètement fou, mais oui du coup il y a des bonnes raisons de quitter Paris, mais bon ça du coup parfois rejoindre Paris est plus compliqué, donc à cause des grèves de la SNCF elle ne va pas pouvoir être là. On a Frédéric Griffaton qui est entrepreneur, consultant, qui a décidé de monter une ferme qui s'appelle le Clos de Lusignan vers Agen. Donc c'est une ferme en permaculture avec une partie alimentation, d'abord auto-alimentation, puis alimentation avec vente sur l'extérieur, une partie séminaire d'entreprise et formation, et une partie, que je dis pas de bêtises, mais comme il n'est pas là, je peux vous le dire, et une partie gîte et accueil de vacanciers. Voilà, et Frédéric a des problèmes de RER, et là il vient d'envoyer un message en me disant Claire Sophie, ça va pas du tout, je suis coincée dans les RER, du coup j'ai dû prendre un Uber pour arriver, voilà, j'arrive à 45, donc on va commencer sans lui, tant pis, et on va commencer du coup avec Claire Alexis, qui est là parce qu'on est ravis de l'accueillir. Ville plus petite ou à la campagne en fait. Non, je vais chercher le mot. Et donc cette démarche était intéressante, et se complète bien par Frédéric qui va arriver juste après, qui lui décide donc de changer radicalement le métier, puisque il va exercer un métier qui ne peut se faire que à la campagne en étant agriculteur. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer peut-être ta démarche, la démarche que tu as de du coup quitter la ville. Oui, alors il faut savoir que moi je suis un gars de la campagne. Même si j'ai vécu et j'ai fait toutes mes études, ça fait maintenant 10 ans que je vis à Paris, je viens de la campagne, et plus précisément de la Seine-et-Marne, au milieu de la Seine-et-Marne, au milieu des champs, un petit village qui s'appelle Coulommiers, d'où vient le fromage. Et j'ai passé toutes mes vacances d'enfance dans la Manche, à côté de Cherbourg, en Normandie, chez mes grands-parents. Et donc en fait j'ai grandi dans la campagne. Donc les 10 ans à Paris d'études et de début de mon travail m'ont évidemment beaucoup enthousiasmé, comme beaucoup de gens, parce qu'il y a énormément de choses à faire à Paris, et c'est un lieu qui est unique pour tout ce qu'on peut y faire, et tous les gens qu'on peut y rencontrer, et toute la diversité qu'on peut y croiser. Mais il y a, on va dire, 4-5 ans, j'en ai un peu eu marre des problèmes de transport, de l'air qui sent pas bon, du manque de grand espace, parce que j'ai grandi là-dedans. Et en fait, j'avais fait une première démarche avec mon ex-copine il y a 5 ans, de partir. Là, j'étais parti dans une petite ville qui est loin de Paris, enfin qui reste en Seine-et-Marne, mais qui est Meaux. Je ne sais pas si vous connaissez, au nord de la Seine-et-Marne, la ville où les pains au chocolat coûtent 15 centimes. Et j'ai décidé de me dire, ok, on vit là pendant un an, je mets à 2 heures de transport par jour, mais on finira par faire un bond. Donc c'est moi qui ai pris sur moi à ce moment-là pour dire, ok, j'accepte les transports, parce que Anna, ma copine, travaillait pas très loin.
À force d'ouvrir la fenêtre tous les matins, que ça sente les gaz d'échappement et tout, enfin moi c'est peut-être quelque chose qui vous plaît, mais moi ça me plaît pas du tout. Donc du coup on a fini par faire un premier bond là, début de cette année à Garches, qui est un peu plus vert, hein, c'est au-delà de Saint-Cloud, je ne sais pas si vous voyez à peu près où c'est. Déjà il y a plus d'arbres, donc c'est plus calme. C'est une ambiance particulière, hein, parce que c'est quand même très très riche, donc pas beaucoup de diversité. Ça coûte très cher aussi, oui, et surtout le marché. Mais du coup, c'est aussi, je ne sais pas quelle question vous vous posez, si vous êtes parisien d'origine ou pas, si vous vivez en couple ou pas, ou avec une famille, mais forcément il y a un compromis à avoir à un moment entre quel bond on fait, quoi. Est-ce qu'on fait un bond de 500 km qu'a fait visiblement Frédéric, ou est-ce qu'on fait petit bond par petit bond, quoi. Ça c'est hyper important. Donc nous on a fait un bond de 10 km, ce qui est déjà pas mal, mais qui fait que Anna aujourd'hui elle est à 10 minutes de son travail à pied, et moi je suis à une demi-heure en voiture. Donc déjà, premier changement, c'est qu'on a acheté une voiture, donc je retrouve le plaisir de conduire, même si c'est vraiment pas idéal, mais sinon c'est... avant de déménager là, avec mon nouveau taf, je travaillais à Verneuil-sur-Seine, comme prof du coup, de maths, comme je vous l'ai dit. Donc Verneuil, c'est vers les Mureaux, avant la Mantes-la-Jolie, le long de la Seine. Je mettais 1h30 pour y aller depuis Montrouge. Donc je faisais 3 heures de transport par jour. Au bout de 3 semaines, je saignais du nez. Donc on a dit, on a cherché très vite un appartement, donc on a pris ce qu'on a trouvé en meublé, puis on a fait un premier bond. Et à terme, là ce qu'on aimerait bien, c'est faire un bond un peu plus loin et dépasser la petite couronne, quoi, et sortir complètement de l'agglomération parisienne pour aller à la campagne. Du coup, le but, c'est d'aller loin, c'est d'aller juste de rester dans la région Île-de-France. Il y a une volonté, dans le fond, de se rapprocher de ma famille en Normandie, quand même. Parce que toute ma famille, du côté de ma mère, est dans la Manche. Donc pourquoi pas habiter entre Paris et la Normandie. L'autre objectif, c'est juste d'avoir un terrain, en fait. Juste de la terre, pas forcément dont je suis propriétaire, mais juste pour pouvoir la travailler, et puis pour pouvoir aussi avoir des grands espaces pour avoir des animaux, quoi, ne serait-ce que ça. Tout à l'heure, tu parlais de maison partagée, ouais. avant qu'on commence. C'est des modèles qui se développent de plus en plus. Le mot un peu à la mode, c'est tout ce qui est co-living. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être ce que c'est et sur ce que tu envisageais? Peut-être tu l'envisages encore aujourd'hui, en quoi ça consiste? Ouais. Alors, du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant de certaines initiatives qui naissent un peu à droite à gauche en France là, depuis quelques années. Alors, ça a différents noms, mais ça peut s'appeler éco-village ou parfois juste hameau partagé. Voilà, c'est des gens qui décident à plusieurs d'aller ensemble habiter à la campagne pour franchir le pas tout seul, mais avec d'autres foyers, en fait. Donc on se dit, plutôt que de déménager juste à un couple, éventuellement avec un enfant, on déménage à plusieurs couples avec plusieurs enfants et éventuellement on achète ensemble. Donc ça se fait de plus en plus. Alors il y en a même qui font construire ensemble, donc ils font une autopromotion quand on est soi-même promoteur immobilier, qu'on construit tout le projet et qu'on fait construire à plusieurs. Il y a des pays qui sont un peu plus avancés, hein. Je pense notamment aux Pays-Bas où ça existe déjà pas mal, au Danemark ces modèles-là. En France, je ne sais pas si ça se fait de plus en plus, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais en tout cas j'ai pas mal de copains qui m'en parlent ou qui le font. Et là, juste très récemment, ce que je te disais juste avant, là, avant l'été, moi je me suis on s'est fait proposer avec Anna d'aller habiter, d'acheter ensemble et de faire le bond à la campagne ensemble. Avec, nos repas, on devait être 6 couples, quelque chose comme ça. Certains avaient des enfants. Et puis savoir qu'est-ce qu'on attend de ce projet-là, etc. Est-ce qu'on veut être à mi-temps à la campagne, mi-temps à la ville? Est-ce qu'on veut complètement aller là-bas? Est-ce qu'on veut se lancer dans un autre métier ou garder notre métier, etc. Et finalement, il y a 2 couples parmi ces gens-là qui ont acheté ensemble et qu'on fait un bond du coup hors de Paris dans le Perche et qui sont très heureux de trouver une maison à plusieurs et ça se passe bien. Et c'est vrai que nous, c'est une démarche qui nous a intéressés parce que
tout simplement, nous on n'a pas encore d'enfants, mais on pense en avoir, et éduquer nos enfants, la manière dont on va les éduquer, c'est aujourd'hui une discussion qu'on a régulièrement, et ça nous influence pas mal dans les choix qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire dans quel milieu va grandir aussi notre enfant, et dans quelle modalité. Parce que moi je suis prof, et étant prof, j'ai très vite compris que faire aller mon enfant à l'école, dans l'école publique telle qu'elle existe aujourd'hui, ça me donne vraiment pas envie. Dans l'école privée non plus, parce que je suis prof dans le public, donc j'ai pas envie non plus de donner de l'argent à des écoles privées. Donc pourquoi pas, je m'intéresse depuis maintenant 2-3 ans à ce qui s'appelle l'instruction en famille, mes familles avec un S, et c'est ces familles qui éduquent leurs enfants en réseau. Donc elles se mettent à plusieurs foyers, et en gros ils éduquent leurs enfants chaque foyer propose des activités. Il y a un foyer qui est responsable un jour de la semaine, par exemple, s'ils sont à 5 foyers, et puis ils proposent différentes activités. Et ça permet d'élever un peu son enfant autrement et en dehors de l'école. Voilà. Tout en ne portant pas tout seul la charge de l'éducation de son enfant, parce qu'il faut un village pour éduquer un enfant, et éduquer un enfant juste soi-même, juste à deux, si on fait le choix de l'instruction en famille, c'est assez malsain. Donc c'est ça aussi qui guide pas mal nos réflexions. Pourquoi pas déménager à plusieurs, et pourquoi surtout à la campagne, parce que moi ça me semble inenvisageable, et ça on est assez d'accord avec Anna aujourd'hui, d'élever nos enfants à la ville, ça me semble pas possible. Si vous êtes intéressé par le co-living, sachez que ça existe aussi à Paris. Il y a des reportages qui sont sortis récemment, il y a une espèce de co-living comme ça, où ils sont, je crois, 12 ou 14 familles à vivre dans le 10e arrondissement, dans un immeuble, et l'idée c'est de dire ça sert à rien de... Enfin, c'est dommage, aujourd'hui on connaît pas nos voisins, alors que... on peut aussi créer des communautés, des espaces de vie agréables au sein d'un... Et partager des ressources, parce qu'en fait là vraisemblablement ils partagent tous les trucs qui coûtent cher, la machine à laver, tout l'électroménager. Ça permet d'avoir des investissements quand même moins importants, d'avoir des espaces, on a des espaces privatifs dans ces espaces-là, mais on a aussi beaucoup d'espaces communs, donc ça permet de faire diminuer aussi grandement l'effort d'investissement qu'on va faire. Donc c'est aussi intéressant financièrement. Sur le pourquoi, ouais. Du coup tu dis c'est plus un cheminant plutôt qu'un du jour au lendemain je me suis dit j'en ai marre, je claque la porte, je pars quoi. L'envie m'est venue du jour au lendemain. C'est vraiment cette tour Montparnasse moi, qui m'a vraiment terrorisé. Mais c'est pas parce que moi je prends la décision, surtout que je l'avais déjà fait, parce que j'avais déjà fait un bon hameau pour après vraiment acheter une maison vers Château-Thierry et donc vraiment partir très très loin là pour le coup. Enfin en tout cas en dehors du réseau RER, ça restait toujours le réseau Transilien, mais j'aurais pu... je sais même pas si j'aurais continué de travailler à Paris, ou en tout cas pas tous les jours de la semaine. Moi ça m'est venu du jour au lendemain, mais c'est juste, si je dis ça du jour au lendemain à ma copine, on se sépare du jour au lendemain parce que c'est pas ses plans réels. Donc en fait le compromis est nécessaire, et mon amour de la campagne est quand même moins fort que mon amour pour ma copine. Donc j'ai choisi ça de quelque chose de progressif, parce que tout simplement en couple on est dans le compromis, c'est normal. Voilà, pardon, c'est pas grave. Et du coup sur le comment, ouais. Sur le comment, là aujourd'hui peut-être si vous êtes venu c'est parce que ça vous interpelle et vous dites peut-être que moi aussi je veux franchir ce pas. Sur le comment, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent, par exemple Paris Je Te Quitte, c'est un média en ligne qui accompagne les gens, des Parisiens et Franciliens, à quitter Paris. Donc eux, ils ont leur modèle, ils vivent aussi en vendant des services pour ces particuliers auprès d'agences immobilières, pour chercher un emploi. Ils sont vraiment dans une démarche pour vous accompagner, et c'est pas forcément juste je construis mon projet tout seul et je me sens peut-être un peu démunie parce que j'ai toujours habité sur Paris, toute la famille est sur Paris, je sais pas trop comment faire. Est-ce que toi tu utilises des ressources externes pour t'informer là-dessus, ou en fait non, c'est pas très compliqué de dire déménage, change de taf, c'est juste chacun veut prendre sa vie. Alors j'utilise pas de ressources spécifiques, je lis juste les médias que je lis depuis un moment, donc notamment Oui Demain, je sais pas si vous connaissez la revue là, pour changer d'époque.
J'ai aussi Ouzbek Erika, qui sont plus des articles de fond. Voilà, ce genre de médias, ça me fait venir des témoignages de gens qui ont fait ces choses-là. Après, voilà, c'est pas... très honnêtement, quand j'y ai pensé, il y avait différentes pistes et le comment, typiquement, moi je me suis dit, j'ai pas pensé tout de suite au fait de partir à plusieurs. En revanche, bon, la contrainte du boulot, moi je me dis, je suis prof, donc l'avantage c'est que, en tout cas, tout le temps que je reste prof, ça peut s'exercer partout. Après, on ne peut pas aller partout, hein, parce qu'il y a des zones qui sont plus demandées que d'autres, donc je ne peux pas devenir prof en Guadeloupe en claquant des doigts, hein, ou en Corse, ou tous les lieux qui peuvent faire rêver certains ou certaines. Bon, en l'occurrence, la Normandie, il se trouve qu'en tant que prof de maths, c'est pas du tout demandé, donc du coup, je sais que je pourrais y aller. Après, il reste la question du boulot de ma copine, c'est-à-dire que va-t-elle faire là-bas, sachant qu'elle travaille aujourd'hui en Ile-de-France et qu'elle vient de commencer un nouveau taf, etc. Donc la question se pose. Mais au-delà de la question du boulot, il y a la question de la maison, d'investissement éventuellement. Parce que bon, aller à la campagne pour habiter en appartement, c'est pas la conception que j'en avais. Alors il y en a qui peuvent se dire qu'on va faire ça dans une petite ville. Il y a des appartements, voilà, il n'y a pas forcément que des maisons. En tout cas, pour la question de la maison, moi, ce qui me faisait peur dans le comment, c'était l'investissement que ça représentait d'acheter une maison. Parce que les maisons en location, il y en a beaucoup moins que des appartements en location, et surtout à Garches, ouais. Non, c'est pas là qu'on s'est enseigné en première, je vous rassure. Du coup, c'était la question de l'investissement. Moi, ça m'embête de me dire que je vais m'endetter pendant 30 ans auprès d'une banque et d'un acteur privé qui, ce n'est que mon avis, mais font partie des grands responsables de ceux qui nous ont mis dans la mouise aujourd'hui. Ça m'embête d'entretenir ce système financier. Et une des manières les plus concrètes que j'ai trouvées d'éviter ça, c'est d'acheter une tiny house. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ces espèces de mobil-home améliorés. Hein. Donc c'est pas une caravane, hein, c'est un mobil-home mais avec une vraie isolation, des vraies parois, un vrai aménagement à l'intérieur et un design pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans, il y en a de 20, 30, voire même 40 mètres carrés parfois, et comment on aménage l'espace pour que concrètement ça soit vivable. Et une tiny house, c'est 40 000 €, et là vraiment vous avez le must du must des tiny house, avec une station d'épuration, votre système pour produire l'électricité, enfin vous êtes complètement autonome. Il y en a des beaucoup moins chers, hein, mais si vous voulez avoir le must du must en termes d'autonomie, c'est 40 000 €. Donc même si on en avait deux, c'est 80 000 €. Et le prix moyen d'une maison en France, pardon, sans terrain. Mais en Normandie, le terrain ça vaut rien. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin que ça soit constructible, puisque c'est un mobil-home. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. La valeur moyenne d'une maison, des achats d'une maison en France, alors je ne sais plus quelle année c'était, le chiffre que j'avais vu, c'était 250 000 € à peu près. Donc c'est énorme. Moi je me vois pas acheter une maison de 250 000 €. Ça me fait un peu. Donc la question se pose de quel espace on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Mais voilà, si on peut s'en sortir à moins de 100 000 €, voilà. Et après, pour finir sur où est-ce que j'ai lu d'autres trucs, il se trouve qu'en se fixant cette barre de 100 000 €, on est tombé sur un article de comment construire sa maison écologique à moins de 100 000 € dans une revue qui s'appelle Maison écologique. Voilà. Qui est du coup une revue qu'on va essayer de tenir. Enfin, il y a un numéro spécifiquement avec cet article-là qui est assez long, à ce dossier-là, qu'on aimerait bien acheter pour voir un peu les différents conseils qu'ils ont. Voilà. Et alors peut-être une question aussi liée à, donc là on est dans un lieu sur l'alimentation. Est-ce que tu dirais que ça a quelque chose à voir avec, enfin, je choisis de partir à la campagne, donc on comprend que tu fuis Paris, mais est-ce que tu choisis aussi de partir à la campagne pour autre chose qu'une fuite de Paris? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est juste la fuite de Paris, c'est juste la conséquence de la vie que j'ai eue en tant qu'étudiant et puis jeune actif. Mais évidemment, si je viens de la campagne, pour moi c'est... je vais remonter loin dans mon raisonnement si j'explique pourquoi, mais bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont familiers avec ce qui est à la mode en ce moment, la collapsologie. Ouais, donc l'étude de l'effondrement de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en tout cas du modèle thermo-industriel qui repose sur les hydrocarbures.
Bref, je ne vais pas vous faire un speech là-dessus, mais moi, ça m'a beaucoup guidé Il y a dans... super conférences qui sont disponibles aussi sur Evan Brecht aussi. Ouais. La trilogie ou sur YouTube, il y a des super trucs. Lisez pas trop longtemps, hein, c'est genre ce truc-là, parce que sinon ça va vous faire bader. Hein. Mais, c'est juste pour avoir conscience de ça, être capable d'agir aussi en conséquence. Bref, en gros, moi, le développement durable, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'inscrire dans mon mode de vie depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je me pose des questions de comment sont faites les choses et d'où vient l'énergie qu'on a à disposition. Et ce couple matière-énergie, ça m'a toujours posé des questions. Donc la question, c'est, pour moi, comment on redevient autonome d'un point de vue, du point de vue de son foyer par rapport à ces choses-là. Et la première chose dont on a absolument besoin, c'est de manger. Donc forcément, dans ma démarche, aller à la campagne, pour moi, c'est être capable de se réapproprier sa nourriture. Donc, parce qu'on devient soi-même, alors pas forcément producteur et pour de la revente, hein, mais au moins jardinier, et être capable d'avoir son potager et de s'alimenter, quoi. Voilà. Mais ça demande d'avoir 3 hectares et quand même une sacrée main-d'œuvre derrière, quoi. Voilà. Enfin, c'est assez. Ça demande du terrain et puis beaucoup de travail quand même d'entretenir ça. Donc je vais y aller petit à petit, apprendre des choses là-dessus, etc. Donc oui, c'est lié à l'alimentation, mais pas que, les transports aussi, le mode de vie que je trouve quand même plus... Enfin moi, ce qui me paraît absurde aujourd'hui, c'est quoi, pour faire 8 km à Paris, on peut prendre parfois 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Alors que 8 km là d'où je viens, on le fait en 2 minutes en voiture, ou alors on prend son vélo, en 1 demi-heure c'est fait, avant max. Donc moi, ce genre d'absurdité, c'est ça aussi qui me pousse, pas que sur la nourriture, mais sur les transports aussi. Voilà. En parlant de vélo et d'agriculture, peut-être qu'on peut accueillir Astrid, que je n'ai pas présenté au début, mais qui a un super projet qu'on voulait aussi présenter. Et tu peux peut-être témoigner de ça, puisque tu es partie 3 mois faire un projet à vélo, à la rencontre d'agriculteurs. Tu viens d'en revenir. Et je te laisse ma place. Tu viens d'en revenir et tu avais plein de choses hyper intéressantes à partager justement sur ce mode de vie à la campagne, sur ces agriculteurs que tu as rencontrés, dont tu as recueilli les témoignages. Ouais. Donc la parole est à toi. Qu'est-ce que tu en retiens sur ce sujet justement de je pars de Paris Oui. Moi, peut-être déjà pour un peu vous donner le contexte d'où je viens, moi aussi je viens de la campagne et mon père est agriculteur, éleveur bovin en Bourgogne. J'ai en revanche eu un parcours jusque-là, ces 10 dernières années aussi très éloigné de ces secteurs. J'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai commencé à travailler à Paris. J'ai notamment bossé, en gros, ces quasiment 2 dernières années chez Google en marketing. Pour en fait assez rapidement, après avoir commencé ce job, me dire ok, j'apprends plein de choses, néanmoins j'ai pas trop l'impression que ma place est vraiment ici, j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi de ce que je fais au quotidien, et donc j'ai un peu cherché à m'extraire, à partir justement. Ce que j'ai vraiment découvert, c'est que en fait, ça apporte énormément de se mettre dans un mode de transport qui est lent. Déjà en termes pour avoir testé un peu les deux et pour avoir été rencontrer des gens en voiture avant de partir pour un peu tester ça, et ensuite avoir pris mon vélo là ces derniers mois, il y a vraiment une différence d'arriver chez les gens à vélo. Il y a un côté déjà où soi-même on a pris le temps de prendre conscience de son environnement, et donc je sais pas. Il y a quelque chose qui connecte plus ensuite quand on arrive, et de la part de la personne qui nous reçoit, l'accueil n'a rien à voir, complètement différent. Et voilà, ça c'est peut-être... Et après le vélo, ce que je trouve aussi quand même hyper puissant là-dedans, c'est le côté un peu minimaliste. C'est de partir avec quelques affaires. En gros, j'avais 20 kilos sur mon vélo. Du coup, on part avec l'essentiel. Et donc en fait on se rend compte que, tout le monde le sait, mais de faire l'expérience, c'est assez intéressant, qu'on n'a pas besoin en fait de plein d'objets de consommation, et que ce qui nous nourrit clairement pendant ce genre d'expérience, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les paysages qu'on traverse, et c'est ça qui donne de l'énergie, quoi. Vous aviez votre téléphone? J'avais mon téléphone. Ouais, je l'ai encore dans la main. Comment vous avez traité les agriculteurs?
agriculteurs? Comment vous avez fait? Alors, principalement en passant par des associations au départ. J'avais fait le test de rentrer directement en contact avec eux et en fait, globalement, il y a quand même un peu une timidité au début, un côté... ouais, où les agriculteurs, quand il y a un peu une personne comme ça, seule qui vient, on ne sait pas trop qui c'est, pourquoi, voilà, il y a un peu de méfiance. Donc de passer par les associations, ça me permettait d'avoir une certaine légitimité et, je pense, crédibilité. Donc ça a été la première étape. Et puis, à la suite de ça, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, je vais chez un agriculteur qui me dit je te conseille vraiment d'aller voir un autre. Et ça a très très bien marché ensuite. Combien de kilomètres? Et j'ai fait 1800 km en gros et j'ai rencontré un peu plus de 30 agriculteurs. Paris-Lusignan, c'est combien de kilomètres? Comment? Paris-Lusignan, c'est combien de kilomètres? 600 et quelques. Okay. Donc si on veut faire un aller-retour chez toi à vélo, 1200 quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Astrid, si tu veux faire un autre parcours, c'est parti. Lusignan petit par contre, parce que Lusignan c'est un peu plus près, c'est à Poitiers. Faudrait pas faire l'erreur. Ah oui. Il resterait quelques bornes. Je suis désolé pour mon retard, voilà, une raison de plus de quitter Paris. non, vas-y, moi je suis très bien debout. Mais du coup, tu peux présenter du coup ce qui se passe à Lusignan petit et où on peut venir Bien sûr. rencontrer quelqu'un qui a décidé de quitter Paris et c'est de plus en plus concret parce que ça arrive d'ici. En fait, c'est déjà arrivé. Ouais, on a acheté et c'est bon, on s'en va. Pour refaire un petit peu la raison, peut-être, puisque si vous êtes là, c'est peut-être que vous cherchez des raisons. Nous, c'est clairement les enfants. Il y a 2 ans, on s'est posé la question d'avoir des enfants et ça, c'était le début de la conversation au restaurant et la fin de la conversation, c'est OK, on devient agriculteur dans le sud-ouest. Nous sommes des personnes d'action. Mais c'était vraiment ce qui s'est passé. En fait, le métier d'agriculteur s'est un peu imposé à nous sur la manière dont on avait envie de vivre, la manière dont le retour aux sources. On n'est pas des Parisiens. Ça fait 10 ans qu'on est à Paris, on commence à vraiment mal le vivre. Voilà, mais comme beaucoup, on est arrivé pour les études. Premier job, deuxième, troisième. On s'est pas si mal, on avance dans nos carrières. Moi, j'ai tout pris. J'ai créé une entreprise sur Paris il y a quelques années, une start-up, donc l'écosystème, super, on a levé de fonds. Et finalement, on ne trouvait pas. Émilie, de toute façon, avait toujours voulu, toujours eu dans sa tête de quitter Paris. Donc on s'est bien trouvé et c'est là qu'a démarré le projet. On cherchait le sud-ouest parce que pour des raisons familiales un petit peu, elle avait envie de se rapprocher de sa famille. On avait dit maximum 2 heures de son père et minimum 1 heure de sa mère. Ils habitent ensemble. Et on cherchait, sur les conseils de Claire-Sophie d'ailleurs, on cherchait à 30 minutes maximum d'une gare. Elle nous avait dit mais si c'est important pour qu'on puisse venir, etc. Maximum 30 minutes d'une gare TGV. Alors moi j'y croyais pas trop, mais on avait quand même mis ça dans nos critères. Donc forcément ça augmente un peu le budget. Pour vous parler très concrètement, non pas du tout, on a effectivement explosé notre budget initial. Mais pour vous donner une petite idée, donc nous on a la trentaine, donc c'était peut-être le bon moment d'acheter un appartement parisien au prix d'un appartement de à peu près 60-70 mètres carrés à Paris, bien coté, classique, peut-être que certains d'entre vous commencent à envisager d'acheter. Nous on s'est acheté 800 mètres carrés en pierre blanche avec 12 hectares de terrain autour, une piscine évidemment, une grange gigantesque déjà retapée. Un truc qui fait absolument rêver quand vous le voyez sur les photos, ce qui nous est arrivé finalement un petit peu par hasard, puisqu'en fait c'est même pas sur les photos, c'est l'agent immobilière qui, en écoutant parler 15 minutes au téléphone, en écoutant le projet, a dit mais si, cette maison-là, il faut que vous la visitiez absolument. Ouais, mais le bruit, si, venez, en plus vous savez pas où dormir à la veille, on avait organisé tout un tour de visite dans le coin. Vous savez pas où dormir, ils font chambre d'hôte, allez-y, etc. Donc on s'est pointé là-bas soir en chambre d'hôte, donc on a eu la chance de dormir dans notre future maison avant même de la visiter.
Et si vous avez l'occasion de venir, vous saurez ce que j'ai ressenti et ce que Émilie a ressenti à ce jour-là. C'est juste un lieu incroyable et on se sent apaisé dès qu'on y rentre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Il y a quelque chose qui se dégage de ce lieu. Tous les clients, s'ils font Chambre Haute depuis 10 ans ou maintenant plus 15 ans, et depuis 15 ans, les clients disent que voilà, c'est des clients récurrents qui viennent tout le temps. Donc voilà, on cherchait quelque chose qui... Et c'est quoi le projet alors? Alors le projet, je pense que c'est important dans le cadre de ce qu'on se parle. Le projet, il a beaucoup évolué en fonction du lieu en fait. C'est-à-dire que nous, la fin de la conversation au resto, c'est ok, on veut être agriculteur. En fait, non, on ne voulait pas être agriculteur. On voulait travailler un peu la terre, on voulait être en autonomie, en autosuffisance, en tout cas à moyen terme. Et puis on voulait créer une activité où on allait vivre. Ça, c'était un peu les prérequis. Donc le lieu était ce qui avait de plus important. Et ensuite, on a visité quand même, je sais pas, une vingtaine de lieux, de maisons. Et à chaque fois qu'on a visité un lieu qui nous plaisait, on a monté un modèle économique qui correspondait au lieu aussi. À la distance qu'il y avait avec les transports, avec Bordeaux, avec Toulouse, avec Paris, on a monté avec la capacité d'accueil qu'il y avait chaque lieu. Je sais il y a un lieu précédent sur lequel on a déposé un dossier bancaire, etc. Donc ça n'a pas fonctionné. Et tant mieux parce que celui-là est beaucoup mieux. Mais c'était sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, évidemment, tout le modèle économique était beaucoup rattaché à ce village qui était très touristique, où il y avait beaucoup de pèlerins qui passaient quasiment toute l'année. Donc voilà, c'était proche finalement dans l'esprit de ce qu'on a fait aujourd'hui, mais ce n'est pas le même modèle économique. On a fait un modèle économique qui est complètement lié à ce lieu, avec une partie maraîchage, permaculture, ça peut parler entre vous. Donc permaculture alors on a l'ambition d'aller jusqu'à 4000 m², à 2,5, on aura peut-être un salarié un jour sur cette partie-là. Aujourd'hui on va se contenter d'à peu près 1000-1500 m², dont une serre froide de 400 m², un verger d'1 hectare, et on compte sur les potes pour venir faire les plantations dans 2 semaines et demie là. Après, j'ai vu quand même sur votre site que vous proposez des chantiers participatifs, Ouais, ouverts à tout à tous. fait. Donc, Voilà. Alors, Ouvert à tous, en fait, on s'est aperçu que c'est relatif, parce que quand on a posté notre premier chantier participatif, dans notre cercle proche d'amis, il a été rempli en 24 heures. Donc le ouvert à tous, c'est finalement une notion un peu relative. Peut-être que dans quelques années, nos potes en auront marre, ils se feront harceler, donc il sera un peu plus ouvert à tous. Mais pour l'instant, il y a une euphorie forcément sur les premières années, je pense, sur ce genre de projet. Donc en fait, on a beaucoup de main-d'œuvre. J'étais dans ma famille là juste avant et j'ai tous mes cousins de 18-20 ans là, qui sont tous chauds patates. Mais quand est-ce qu'on vient passer un mois, on nous filme chez toi, t'inquiète, on fait tout. Donc ils sont, voilà, il y a forcément beaucoup d'enthousiasme. Et donc 1 hectare de verger. Alors moi, mon grand délire, c'est de mettre des cochons gascons. Moi, j'aimerais beaucoup mettre 3 hectares pour quelques cochons. Voilà, parce qu'on n'est pas végétarien, on ne consomme quasiment pas de viande, on n'achète plus ou presque, mais voilà, on veut être en autosuffisance, tout le monde ne sera pas végétarien sur le lieu, on a envie de pouvoir aussi avoir un peu de viande, et donc les cochons ne sont pas les animaux qui sont les plus difficiles à nourrir, c'est des vraies poubelles sur pattes, c'est plutôt chouette pour aussi faire des apports ensuite au niveau du potager. Et ils ont l'avantage en hiver de remplacer une machine, c'est-à-dire qu'ils retournent le terrain en hiver, donc on peut les mettre sur les espaces pour travailler un petit peu la terre, retourner sur quelques centimètres. Voilà, en permaculture, de toute façon, tout doit avoir au moins 2-3 fonctionnalités. Donc c'est le cas des cochons, ça nous intéresse pas mal. Et vraiment, un petit porcelet, je trouve ça trop mignon. J'adore. Ça n'empêchera pas, malheureusement peut-être, de les emmener à l'abattoir, mais c'est un super abattoir, on s'est renseigné avec des super noms, il est nouveau et ça. Il y a une caméra de L214. Ouais, non mais c'est vrai, c'est une nouvelle norme. Non mais c'est important en termes d'éthique et compagnie, il faut, voilà, c'est un tout, il faut penser à tout quand on monte ce genre de choses. Donc il n'y a pas encore des cochons, ça va venir. Donc côté agriculture, et le deuxième volet, tu as raison de me recentrer un peu, on a 5 chambres sur du très haut standing, on est vraiment sur du 4 étoiles, poutres apparentes, pierres apparentes partout, des tailles de chambres qui feraient pâlir n'importe quel salon parisien.
Et donc il faisait chambre d'hôte. Donc nous on augmente un petit peu la capacité. Et donc l'objectif est de faire un petit peu chambre d'hôte, mais pas tellement, mais plutôt de faire du séminaire et de la formation. Donc avec une capacité d'accueil pour le moment de 12 personnes. Et dans les prochaines années, on aimerait augmenter un petit peu. On pourrait passer, on a fait des plans, on pourrait passer à 25-30 personnes dans les prochaines années si on arrive à trouver les financements. Donc ce qui permettrait d'accueillir des formations de 15 personnes, à la fois en permaculture, mais pas forcément. En fait, l'idée c'est aussi de faire des choses un peu mixtes avec des intervenants. Si vous avez envie d'animer des formations chez nous, on peut carrément en discuter. Ça nous ferait énormément plaisir d'avoir des formations très diverses. Voilà. L'idée c'est pas que ce soit nous, en tout cas pas dans un premier temps, que ce soit nous les formateurs. Et puis une partie séminaire, qui ça en fait, c'est évidemment une partie économique très rentable, séminaire ouvert. Et moi c'est basé sur mon modèle économique actuel. Moi je travaille pour des entreprises à Paris aujourd'hui. Et donc je récupère un petit peu mes clients actuels, je les embarque sur autre chose. Ils sont tous au courant que je me barre. Donc je les embarque sur autre chose. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Donc, si on vous a réunis, c'est vraiment je change de métier complètement et je quitte Paris. Je fais un métier que je peux en fait adapter selon mon lieu de vie. Et aussi, je témoigne en fait d'une expérience. J'ai goûté finalement de partir à la campagne et je ne sais pas encore si j'y vais. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de prendre 2-3 questions s'il y en a, et puis après, simplement, en fait, on partira sur des échanges informels, on pliera les chaises, et comme ça permet de prolonger, de remettre la table, et on a 2-3 petits trucs légers à gagner. Allez. Question pour le jeune. Je ne suis pas si jeune, mais... C'est important pour le jeune. C'est un très bon projet, bravo. Je pense que vous pouvez avoir une secrétaire financée. Par contre, est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que tout le monde peut le faire, ou est-ce qu'il faut clairement avoir un bagage économique assez important pour pouvoir se lancer dans un projet comme ça? Alors, je vais être hyper transparent sur les chiffres. C'est un projet au total, vraiment, si j'inclus tout, on doit être quasiment à 1 million d'euros. Nous, on a mis 50 000 d'euros à la base sur la table. Donc, c'est quand même une somme, on va pas se mentir, mais c'est pas tant que ça relatif à l'ensemble du projet. Après, on a clairement menti aux banques. Les banquiers dans la salle peut-être. Le premier projet, qui ment pas à son banquier, mais là on y est un peu fort. J'ai pas fait des fausses fiches de paye, mais je me suis mis en portage salarial. J'ai pas complètement menti sur mon activité réelle. Je leur ai dit que j'avais un super gros salaire parisien. Alors en vrai, je gagnais plus que ce que j'ai mis sur ma fiche de paye parce que je suis indépendant. Mais vous vous ramenez pas auprès d'un banquier en me disant je suis indépendant et je veux être agriculteur. Donc je lui ai dit que j'étais consultant, que j'avais un salaire en CDI et que j'allais faire plein de télétravail. Et du coup, j'ai acheté une maison à la campagne plutôt que d'acheter un appartement à Paris. Et il m'a cru. Donc j'étais ravi. En fait, lui aussi, il voulait quitter Paris. En fait. Non, alors non, les banquiers parisiens n'ont pas suivi. Hein. Non, les banquiers parisiens n'ont pas suivi. C'est une petite agence locale du Crédit Agricole. Et quand je vous dis, il m'a cru. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de lui poser la question, mais je suis pas sûr qu'il m'ait cru. Je ne serais pas étonné qu'ils aient un peu quand même perçu le truc et qu'ils aient eux-mêmes menti à leur direction. Menti en disant le dossier qu'on avait donné. Pour revenir il faut une sacrée paire d'œufs, je suis pas si sûr en fait. Pas pour nous en tout cas. Ça a été tellement évident depuis le début, c'est des choix qui sont tellement faciles à faire. Et aujourd'hui, je suis papa depuis 9 jours. C'est tellement une évidence et tellement c'est pas possible de ne pas offrir ça à notre fille et on se dit tellement tous les jours qu'on fait les bons choix que en fait non quoi. Après c'est probablement des soucis financiers etc. Donc, et pour revenir à ta question, est-ce que c'est donné à tout le monde? C'est pas une affaire financière, c'est une affaire plutôt de bien tout penser. Voilà, je pense qu'il faut une expérience en management de projet global. Mon expérience d'entrepreneur sert beaucoup, c'est clair. Après, sur la partie agricole, il connaît rien quoi. On a passé un bac pro. Ah voilà, c'est quand même possible. On passe un bac pro. Le bac, alors c'est pas le bac qui est obligatoire, mais le BPREA à minima est obligatoire, donc il faut un diplôme agricole. Alors non pas pour devenir agriculteur, mais pour avoir les 50 000 balles de subvention qu'on récupère, qui sont un gros plus, alors qu'ils sont
que dalle pour quelqu'un qui se lance sur une exploitation conventionnelle, parce que 50 000 €, ça ne paye pas un tracteur. Pour nous, qui se lançons dans de la permaculture avec très peu de mécanisation, ça couvre largement beaucoup plus que nos investissements. Donc voilà, toute la partie agricole, elle est financée par la subvention dotation jeune agriculteur. Donc ça, c'est top. Mais donc moi, j'ai fait un bac pro vigné vin et Émilie maraîchage. On passe en juin. Bon, pour être totalement, je l'ai loupé. J'ai fait une épreuve sur 3. Donc c'est pas si facile que ça, mais en même temps, j'avais pas révisé. C'est pas si dur que ça non plus. Voilà, mais c'est une super expérience. C'est génial. Mais je considère quand même que j'ai zéro bagage. Là. Dans notre modèle économique sur l'agriculture, on a considéré qu'on allait faire zéro chiffre d'affaires les 2 premières années. Ouais, mais ça veut dire que tu as quand même dû consacrer du temps pour te former en théorie. Ouais, en théorie. Honnêtement, je pense que la première année, là, j'ai dû passer 30 heures sur la théorie et 20 jours de stage, au lieu de 40. Pareil, j'ai triché un peu, j'avais pas le temps de faire les 40 jours de stage. Voilà, on s'est débrouillé. En fait, c'est toujours un peu le cas. Hein, donc c'est pas suffisant, c'est pas ça qui m'a formé, c'est ça qui m'a mis c'est ça qui m'a permis de rencontrer plein d'agriculteurs. En termes administratifs, etc. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est du temps. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'être indépendant et être indépendant en consultant, c'est comme ça. Le financement, du coup, il est indépendant du coup de l'école, parce que pardon, vous en êtes pas servi pour avoir votre financement. On a créé 3 structures, une SCI où on a demandé un financement hyper classique de maison résidence principale. Ne me demandez pas pourquoi on a 12 hectares de terrain, on les louera. Ça nous donne 700 000 € quasiment d'emprunt. Donc ça c'est à titre particulier, voilà, mais vous allez tous faire la même chose pour un appartement à Paris, voilà. Sauf que moi je rentabilise mon lieu. On a monté une EARL, qui est l'équivalent d'une SARL agricole, qui est là financée par les subventions, dans lequel on met nous 7 500 € qui est le capital minimum, mais rien d'autre. Et enfin une SARL, dans lequel on met à peu près 15 000 € d'apport de départ, et dans lequel on ira potentiellement chercher d'autres financements demain si on veut faire plus de travaux. La SARL, c'est l'activité économique qui rapporte réellement des sous, dans lequel moi je facture encore un peu de prestations, notamment sur Paris au début pour financer le reste. Et c'est cette société-là qui verse des loyers à la SCI, qui permet de payer la mensualité de l'emprunt à titre personnel. Les mouvements de suivi sur le projet agricole? Non, ils sont pas au courant. Non, le RL, vous l'avez créé sans financement en fait. Et on l'a créé, on l'avait même pas créé, on l'a créé en janvier. Parce que la dotation de jeunes agriculteurs, du coup, c'est pas encore quelque chose de Ouais, alors il y a peu de chances qu'on l'ait pas. Sur les critères. Bah ouais, mais en fait, ça reste le critère principal en fait. C'est vraiment ça. Vous êtes hors cadre familial, vous êtes jeune, vous avez votre diplôme. Votre business plan tient la route. De toute façon, vous êtes fait accompagner par des structures locales, agricoles. Oui. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a un déficit d'agriculteurs croissant, qu'ils sont tous en train de partir à la retraite, si ce n'est très triste, ils se suicident, c'est horrible. Je vous invite à aller voir Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet, qui est un film un peu dur, mais très réaliste sur la vie des agriculteurs, notamment conventionnels d'aujourd'hui. La réalité des agriculteurs aujourd'hui, c'est pas la mienne, c'est pas celle du permaculteur qui a 70% de son chiffre d'affaires sur une autre activité, etc. C'est pas du tout ça, quoi. Leur réalité, c'est qu'ils sont couverts de dettes, qu'ils s'en sortent pas, que tout le monde les critique, qu'ils sont insultés dans le poisonneur de services et compagnie. Ils n'ont pas forcément le choix. Basculer une exploitation de 200 hectares en biologique en moins de 3 ans, c'est quasiment impossible. Vous avez pourri votre terrain, etc. Si vous n'amenez pas des engrais, des fertilisants en continu tout le temps, vous ne pouvez rien exploiter pendant 10 ans derrière. Donc c'est très compliqué pour eux de basculer. Donc je ne mettrai jamais un pesticide chez moi. Pour autant, faut aussi comprendre leur réalité à eux. Ils ont hérité d'un modèle. C'est nous, en tant que consommateurs, qui les avons poussés à ça. C'est notre société qui les avons poussés à ça. Donc voilà, il faut faire attention quand on les critique. Et vraiment, il y a un agriculteur par jour qui se suicide. Aujourd'hui, c'est énorme. Et du coup, j'en reviens, on cherche beaucoup d'agriculteurs. On cherche beaucoup de profs aussi. Il se suicide aussi d'ailleurs. Qui suicident aussi, c'est triste à dire, mais juste pour rebondir sur la possibilité d'emploi, parce que l'agriculteur c'est un métier quand même assez très difficile quand on travaille la terre. Travailler avec des enfants, c'est une autre difficulté.
mais pour le coup, il y a des besoins partout. Elle cherche des profs de maths. En maths, français, anglais. Ouais. Beaucoup. Alors principalement en Ile-de-France, que Créteil et Versailles sont les plus grosses académies, mais vous pouvez trouver des régions peu demandées dans le nord et l'est. En gros, peu de gens veulent aller là-bas. C'est étonnant. C'est génial de quitter Paris. Si je peux me permettre une remarque pour un questionnement personnel, au-delà de c'est génial de quitter Paris parce que ça procure un standard de vie plus agréable, il y a cette réalité sociale des campagnes, on peut parler des difficultés de vie des agriculteurs, des profs, mais on peut aussi parler des médecins qui exercent les campagnes, des problèmes d'addiction, de drogue, de dépression. Enfin, pour avoir grandi à la campagne, il y a comme une réalité sociale de la campagne qui est une certaine précarité, avec, je sais pas, sous les arrêts de bus, des ados qui traînent, qui s'ennuient, avec leur scooter débridé, les ronds-points autour des agglutinent les supermarchés, les boulangeries, les primeurs, parce que tout le monde roule en voiture, et le soir vous rentrez du boulot en voiture, vous arrêtez au rond-point, vous faites des courses, vous rentrez chez vous. Il y a le portail, les villages sont assez déserts, je trouve, et puis c'est assez cher aussi, je trouve, de faire ses courses et de bien manger, parce que tout ce qui est circuit court, aller chez l'agriculteur pour prendre en direct du producteur, c'est super, mais ça coûte quand même assez cher en essence et en prix du produit. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de se procurer ça. Et du coup, moi je me demande, dans une société individualiste comme la nôtre, quand on s'installe à la campagne, même en co-living, etc., c'est super. Et comment on fait pour s'intégrer à une collectivité locale, à la vie sociale locale, avec... Enfin, ma mère, elle a été bénévole 15 ans pour la bibliothèque de mon village. Zéro soutien de la mairie parce que c'est pas la priorité locale. Enfin. C'est marrant, ma mère, elle a fait ça aussi, elle est devenue maire du village. Bah oui, en vrai si la réalité du village dans lequel tu vis te plaît pas, la meilleure manière c'est d'intégrer le comité des fêtes, le foyer rural, la mairie, hein, parce que moi le village d'où je viens, il y a une liste aux élections. Donc en gros, si tu es un peu pote avec celui qui monte la liste, bah, tu es vite fait conseiller municipal, et en tant que conseiller municipal, tu peux gérer des trucs cool. Tu peux faire en sorte que l'épicerie du village elle réouvre, par exemple. Tu vois. Bah, ma mère, là, ça fait c'est l'année prochaine qu'il y a les élections, donc ça doit faire 5 ou 6 ans qu'elle est maire. Elle a obtenu ça au bout de 4 ans. Donc, et ça redynamise un village typiquement. Parce que il y a des gens qui... C'est juste une épicerie, hein, mais il y a des gens qui ont installé des chaises juste à l'extérieur et qui en ont fait un bar en fait. Donc c'est redevenu le bar du village. Alors que le bar qui était en face, qui est complètement délabré, qui est fermé depuis 5 ans et qui menace de s'écrouler, personne ne va le reprendre. Donc moi en fait, pour répondre à ça, la réalité elle est triste, oui, dans de nombreux villages, mais je pense qu'il tient qu'à nous de réanimer ça, tu vois. Et en réintégrant, pas forcément en créant des trucs, effectivement, le co-living, en fait, ça donne un peu l'idée de... On part entre nous, on reste entre nous, et puis on s'entretient entre nous. Mais ça, c'est pas une vraie expérience... ça serait un peu comme être touriste à l'étranger, et puis juste aller dans des hôtels ou des trucs comme ça. Là, il y a des très bonnes manières de s'engager. Enfin, tu parles de la bibliothèque, mais encore une fois, le comité des fêtes, le foyer rural, l'exploitation du patrimoine qu'il y a sur place, parce qu'il y a quand même beaucoup de patrimoine en France, hein, même à la campagne. Je sais pas, rénover l'église par exemple, tu vois. C'est ce que fait mon grand-père dans mon village de Tocqueville qui a 300 habitants, mais en se démerdant un petit peu, aller chercher des fonds à droite à gauche, bah, c'est un projet qui fait que tu réanimes un village. Tu fais venir des troupes de théâtre pour faire jouer des pièces qui permettent de financer le truc, tu vois. Donc je pense qu'il y a toujours moyen, en s'engageant un peu, d'y trouver ton plaisir en fait. Et ils sont très demandeurs. Et il n'y a pas de concurrence. Ça, je sais pas, parce qu'il y a aussi des témoignages de gens qui ont quitté Paris avec leurs bonnes intentions. Je pars m'installer à Chambéry et puis j'ai envie de lancer un festival de je sais pas quoi là-bas. Et puis évidemment, un retour à la case départ parce qu'il n'y a pas eu la réception espérée. Ou voilà, justement des gens qui s'installent à la campagne, qui peuvent faire des courses chez Auchan. Donc il y a ça c'est une voiture, je sais pas. C'est sûr que c'est possible de s'investir localement, mais il faut en avoir envie, et des fois il faut être face à des gens qui vont dire non, qui sont en résistance. Il faut pas y aller avec ses bottes de parisien, quoi. Voilà. Mais même, c'est faut prendre le temps. Justement, pour je te taquiner, moi je suis prof de philo, j'avais une baraque dans
dans le Perche, à côté de Thierry-Gardel. Donc je vis pas sur Paris, je vis dans une autre maison avec des cheveux. J'en ai plein, je suis un Manuel à la base. Et j'ai un ami donc, qui est mon voisin dans le hameau. Et lui habitait à Paris. Bon, il est originaire de là-bas, donc il a construit sa baraque, etc. Il est prof de méca. Il a repassé le CAPES de méca, il bosse au lycée un jour on le retrouve. C'est, je ne sais pas si vous connaissez le morceau. La tristitude. Oldelaf. Voilà, Oldelaf. Et parce que lui, il vit là-bas, etc. Enfin, je ne sais pas s'il vit encore. Et donc, mon voisin, là, un prof de méca, il a fini par devenir maire, parce que le maire était vieillissant, etc. Il y avait un bar là-bas, moi, quand je suis arrivé, il y a une dizaine d'années. Et avec les normes européennes, la bonne femme, elle était partie de Paris. Elle ne supportait plus, etc. Donc elle a ouvert ce truc-là, elle a essayé de faire vivre le truc. Ils sont venus avec leurs normes, leurs machins. Ils ont tout fait fermer parce qu'ils lui ont mis ils lui ont demandé, je suis fils de commerçant là-bas, c'est vraiment un truc difficile. Quoi. Mon père bossait dans l'agriculture, la boucherie, tout ça. Quoi. Donc la question des normes, elle a fermé le truc. Mon voisin prof de méca, donc il est devenu maire, il a essayé de retrouver des gens pour ouvrir le bar, pour faire tous ces trucs-là. Il s'occupe de la... Mais c'est le truc d'Oldelaf, c'est la tristitude. Hein, et là, vous avez raison, il faut en vouloir à mort, quoi. C'est possible, hein. Mais là, il faut une volonté de... faut être là, parce que avec le changement d'heure, votre foot au fond d'un mot, il y a les bonnes intentions, c'est très vrai. Mais là où on peut faire une synthèse de tout ça, c'est que de toute façon, les politiques depuis 30 ans, ils nous ont dégoûté de ça. Ils ont dégoûté les gens de faire le moindre truc, d'aller s'y installer. Parce qu'il y a des gens réellement qui le veulent, mais combien tiennent le coup? Je pense pas que ce soit plus ou moins de la moitié, j'en sais rien. Mais c'est une belle chose en soi, hein, les idéaux, voilà. Mais ils dégoûtent les gens de le faire. Et puis, des gamins avec leur scooter, leur rond-point, leur modèle, c'est d'aller dans les villes, s'éclater, etc. Il y a des histoires d'âge, de projets. Ouais, sûrement. Et je suis là-dessus, il faut justement mentalement et puis intellectuellement être assez au clair pour manier tout un tas de choses commerciales. C'est vrai, il faut. C'était pas pour mettre une négative, hein, mais t'inquiète, je vais revenir sur une note hyper positive. Je suis évidemment d'accord, mais. C'est un témoignage. Hein. Je pense que l'investissement, effectivement, dans beaucoup de choses sert. Alors, moi, ma réalité, c'est pas Chambéry. Hein. C'est un village de 300 habitants. Hein. Forcément la campagne. Ouais, c'est ça. Moi alors, il y a une ville de 30 000 habitants à 20 minutes, donc ça va, mais nous, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a plus un seul commerce, c'est fini, quoi. C'est incroyable. Moi, s'il y a vraiment un truc que je retiens de ce projet, c'est depuis un an, là, c'est incroyable à quel point on est accueillis, à quel point les gens nous souhaitent la bienvenue, à quel point les gens veulent nous aider. C'est juste démentiel. Je pensais pas. Moi, j'y allais en me disant, punaise, on arrive avec, on n'est pas un petit couple trentenaire parisien, on achète la plus grosse baraque du village, ils vont nous jeter des tomates sur la gueule, quoi. Mais pas du tout. À chaque fois que j'ai un problème, mais même les commerciaux, je les appelle, je dis ah ouais, est-ce que vous auriez ça? Non, on n'a pas, mais attendez, je me renseigne, je vous rappelle. Il prend mon numéro de téléphone, il me rappelle réellement. Il me rappelle et il me trouve une solution gratos avec un de ses voisins, ça. Mais que des trucs comme ça. C'est hallucinant. Et à chaque fois que j'y vais un week-end, le week-end d'après, je parle de mes problèmes avec voisins, etc. Le week-end d'après, ils m'ont trouvé 5 personnes pour m'aider. C'est juste démentiel, quoi. Mais je pouvais pas le croire. Ouais. Mais c'est loin d'être partout. Je parlais de... Bah, j'ai trouvé mon village de France. Et du coup, vous pouvez tous venir. Merci beaucoup à tous et tous d'être venus intervenir. On espère que peut-être ça en a inspiré certains, ou peut-être que si vous êtes en pleine réflexion pour partir de Paris, ou qu'au contraire vous êtes des Parisiens convaincus et déterminés, ça prolongera vos réflexions. Ce qu'on vous propose, c'est déjà, on va ranger de quitter Paris. Non, de quitter Paris. De prendre sa chaise et quitter Paris. Non, on va remettre un espace convivial, on a quelques trucs à partager. On invite aussi à rencontrer du coup Lucas qui est là-bas et qui s'occupe de toute l'épicerie et qui pourra vous parler de tous les produits qu'on met là. On est aussi là pour échanger sur le projet qu'on mène, donc sur l'alimentation responsable. Et si vous êtes là, c'est peut-être parce que ça